La bourse en temps réel. Et on va justement retrouver Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services aux États-Unis. Bonjour Grégory. On va commencer par cette réorganisation du Dow Jones. Alors c'est lié en fait à la division du nominal de l'action Apple. Vous allez nous expliquer ça, ça bouleverse les équilibres au sein du Dow Jones. Oui, en fait, contrairement au S&P et à la plupart des indices dans le monde, le Dow Jones prend le cours des compagnies et c'est comme ça que l'indice est construit. Donc, tout simplement, une compagnie dont le cours d'action est à $400, c'était le cas de Apple, va peser dans l'indice 10 fois plus qu'une compagnie dont le cours de l'action est à $40. Même si en fait leur capitalisation en bourse était la même. C'est comme ça, ça ne va pas changer. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec le split de Apple, justement, ce cours de 400 va passer à 100. Alors automatiquement, ce qui se passe dans l'indice Dow Jones, c'est que Apple, qui non seulement était la plus grosse pondération, parce que Apple représentait 12%, mais surtout Apple permettait à l'indice Dow Jones d'avoir encore une position ou une pondération importante dans la technologie. Importante, mais pas assez importante, c'est là que c'est intéressant. Le Dow Jones a 20% dans la technologie contre 28% dans le S&P 500. Sauf que s'ils avaient laissé faire, tout simplement, leur sous-pondération en fait dans la technologie aurait été encore plus importante avec la baisse du cours de Apple due au split. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Tout simplement, ils vont faire rentrer d'autres compagnies qui ont, elles, des valeurs nominales importantes, pour essayer de compenser cette baisse de représentation de la techno. Alors qu'ils font rentrer ils font rentrer Salesforce. Salesforce, c'est une très grosse compagnie, une compagnie aussi qui est vraiment assez récente, elle a à peine une quinzaine d'années, mais elle est le leader de logiciels de gestion de clients dans le cloud, et elle va donc permettre à Dow Jones et à l'indice de garder une belle pondération dans la technologie, mais avec je dirais, ce point particulier qui est le cloud, où il y a une très très forte croissance. Pour faire cela, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent Exxon. Intéressant aussi, pourquoi ? C'est que Exxon et Chevron étaient les deux membres du Dow Jones qui représentaient, jusqu'à aujourd'hui, l'énergie. Mais en représentant l'énergie, tout d'un coup, il y avait trop d'énergie dans le Dow Jones. Il y avait plus de 3%, alors que l'énergie partout dans les indices est en train de baisser. Si on regarde par exemple dans le S&P, c'est tout juste un peu plus de 2%. Donc, ok, on élimine Exxon. Ce n'est pas rien puisque Exxon était le premier membre, le plus ancien membre du Dow Jones, encore dans l'indice, puisqu'il était dans l'indice depuis 1928. Autour de ces deux gros mouvements, d'autres mouvements un peu plus latéraux, on sort Pfizer, compagnie pharmaceutique traditionnelle, remplacée par Amgen, valeur biotech évidemment Amgen, mais on pourrait dire valeur biotech traditionnelle. Ce n'est pas la compagnie de pointe, au contraire, c'est déjà vu par beaucoup d'investisseurs comme une biotech qui se traite pratiquement comme une valeur pharmaceutique. Et puis, on sort aussi Raytheon. Raytheon était devenu un peu trop, je dirais, dans le goût de Dow Jones, proche du secteur militaire, ne représentait plus vraiment une valeur purement industrielle, et c'est Honeywell qui les remplace. Donc, tout ça, c'est intéressant, je dirais, intellectuellement, mais il faut se dire qu'à part ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'il y a très peu de gérants qui suivent la composition du Dow Jones. Ils ne sont pas benchmarkés, comme on dit au Dow Jones. Ce n'est pas leur indice de référence. Il y a à peine 30 milliards de dollars, dont l'indice de référence dans le monde est le Dow Jones, contre des trilliards de dollars, évidemment, dont l'indice de référence est le S&P 500. Dans l'actualité, il y a aussi la timide reprise des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. On parle de signaux positifs. Est-ce que cette fois-ci, on a des raisons d'y croire ? Ce qu'il se passe, il faut y croire, parce que c'est tout simplement la continuation des conversations sur ce qu'on appelle la phase 1. La phase 1 du deal entre la Chine et les États-Unis, c'est quoi ? C'est en gros surtout des achats importants, plus de 200 milliards de dollars, de la part des Chinois, de produits américains, notamment agriculture
et énergie. Il n'y a aucun intérêt, ni pour l'un ni pour l'autre, d'arrêter ce deal. On est en pleine période électorale. C'est très bien si les Chinois continuent à acheter du blé, du soja et du pétrole américain. Donc ce n'est pas étonnant que ces discussions continue. Il y a d'autres sujets en phase 1, dont la technologie, etc., etc. Mais il y a aussi eu des choses qui ont bien avancé. Par exemple, des compagnies financières américaines qui vont pouvoir avoir des activités en Chine en étant finalement majoritaires. Jusqu'à maintenant, elles devaient toujours être minoritaires, partenaires d'une compagnie chinoise. Donc, ces deals de phase 1 continuent. Ça ne veut pas dire que après les élections, quel que soit le nouveau président, parce qu'en fait les deux parties sont en train d'adopter une ligne dure avec la Chine, ça ne veut pas dire que la phase 2 de ces négociations commencera, ni qu'elle ira dans le bon sens. Mais pour le moment, en tout cas, on peut se dire que cette phase 1, qui se base sur beaucoup d'achats de la part des Chinois, continue à avancer et à évoluer normalement. La politique, Donald Trump, officiellement investi par le Parti républicain. Sur le fond, c'est pas une grosse surprise. En revanche, est-ce qu'il a des chances de rattraper son retard dans les sondages? Hier, vous nous disiez, attention, il ne faut pas crier victoire ou pleurer défaite trop vite. Oui, sans prendre parti, c'est clair que les sondages donnent en ce moment Joe Biden avec entre 8 et 9% d'avance sur les voix populaires. Ça ne veut pas dire du tout que Trump est éliminé de la course. Il faut se souvenir que Trump avait gagné avec une minorité des voix populaires puisqu'il avait obtenu la majorité des grands électeurs grâce à des États charnières qui avaient voté pour lui. Donc en fait, qu'est-ce qu'il essaye de faire Trump pendant cette convention? Et c'est peut-être ça la principale leçon pour le moment à tirer de cette convention, c'est qu'en fait, il continue à parler à sa base. Il a vraiment l'intention d'essayer de garder cette base, de ne pas voir un effritement du côté des voteurs, des votants qui avaient voté pour lui il y a 4 ans, alors qu'on aurait pu imaginer que Trump et les républicains essaieraient d'élargir cette base électorale. En tout cas, avec ce discours qui est très dur, qui dit en gros que Joe Biden élu, ça serait le socialisme qui prendrait place dans le gouvernement des États-Unis, ça serait le chaos dans les villes, ça serait carrément le bain de sang, hein, vraiment des cris d'alarme très très importants de la part de Trump et des républicains contre une administration démocrate. Tout ça, c'est pour conforter leur base. Maintenant, le pari, alors qu'ils font, c'est que cette base est suffisante pour gagner les élections. Pour le moment, je dirais que c'est un pari quand même assez dangereux pour les républicains s'ils n'arrivent pas un tout petit peu à convaincre aussi les indépendants qui sont encore, comme leur nom l'indique, certainement indécis et pourraient faire pencher la balance. Dans l'actualité entreprise, ExxonMobil se prépare à d'importantes réductions de coûts. C'est ce qu'annoncent des sources proches du dossier. En clair, ça veut dire que le groupe prépare des licenciements. Ça nous confirme que la situation est compliquée pour les pétroliers américains. Alors, je dirais la situation est compliquée pour les pétroliers américains, pour les pétroliers dans l'ensemble des activités qui sont liées à l'extraction de pétrole, que ça soit aux États-Unis, en Angleterre, en Europe. Enfin, c'est partout le même problème. Et ce problème, il est un peu double. Les cours de l'énergie ne veulent pas vraiment rebondir. Ils restent à des niveaux très bas. Par contre, la demande finale, elle, continue pas forcément de baisser, mais n'augmente pas suffisamment pour faire remonter ces cours. En plus, pour ces pétroliers, évidemment, en ce moment, vous avez aussi cette grande quantité de fonds d'investissement qui commencent vraiment à avoir un discours très ESG, dans le sens qu'ils disent nous, on veut plus avoir de l'énergie, l'énergie c'est polluant, etc. Il faut dire qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure par rapport à la formation des indices, c'est pas prendre un immense risque de se séparer de son activité, de son investissement dans l'énergie, quand cette énergie ne représente plus que 2 ou 2,5% des indices. Dans le cas de Exxon aussi, comme vous le dites, donc baisse d'emploi, c'est absolument nécessaire. Il faut quand même savoir que ces compagnies pétrolières continuent à payer des dividendes importants, très importants, même dans le cas d'un Exxon et dans Chevron. Après la baisse au niveau de la masse salariale, on peut peut-être aussi s'attendre à des baisses de dividendes qui, en tout cas aux États-Unis, ne sont pas encore arrivées.
Un mot des résultats de Best Buy. Ils sont excellents et dans le contexte actuel, il faut le souligner. Oui, si on regarde le cours de l'action de ce matin, on pourrait se dire que ces résultats étaient catastrophiques. Non, pas du tout. Ces résultats sont plus qu'excellents. Ils sont au-dessus de tout ce qui était attendu. Les ventes en ligne augmentent, ça c'est normal, puisque beaucoup de magasins étaient fermés, mais elles augmentent de 180%, ce qui est très important. Et actuellement, les ventes en ligne maintenant, c'est 50% de l'activité de Best Buy. Et à tous les niveaux, Best Buy est satisfaisant, au niveau de vente aux entreprises, aux particuliers, au niveau de l'électroménager, etc. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi le titre baisse? C'était une des plus belles performances cette année, ça il faut aussi le dire. Le pari, c'est qu'en écoutant un tout petit peu Best Buy, on se dit cette croissance des résultats, elle ne peut pas être pérenne. Mais c'est clair, comme beaucoup d'autres compagnies, quand des résultats sont en hausse d'une façon aussi importante, non seulement à cause du shutdown, mais aussi à cause, je dirais, du report des achats des individuels sur Internet, des chiffres, comme j'articulais, de 180%, ils peuvent pas être répétés tous les trimestres. Donc oui, il y a des prises de profit, mais Best Buy est peut-être le vrai survivant dans la distribution électronique, puisqu'en fait, ils n'ont plus vraiment de compétition au niveau des chaînes de magasins. On pourrait dire que la seule vraie compétition, c'est Amazon, ou bien vous avez en face toujours des détaillants comme Walmart et Target qui vendent aussi de l'électronique, mais alors beaucoup moins qu'un Best Buy. Et on termine avec Tiffany, le joaillier américain, qui confirme à son tour le report de la date butoir pour la finalisation de son rachat par LVMH. Officiellement, les deux groupes nous disent c'est pour des raisons techniques, c'est lié à la crise sanitaire qui a ralenti la procédure. Mais la chaîne américaine CNBC nous dit qu'il y a peut-être une renégociation sur le prix, notamment du côté de LVMH. Alors c'est très difficile. Ce que vous dites est absolument vrai parce que c'est ce que CNBC dit. Et ce que vous dites est tout aussi vrai dans le sens que ces compagnies ont prolongé de 3 mois le délai pour clôturer cette fusion qui devait être accomplie hier. Et pour des raisons techniques, notamment l'autorisation auprès de la communauté européenne. Sauf que si vous étiez dans les chaussures d'un Bernard Arnault, vous pouvez légitimement vous dire que aujourd'hui Tiffany vaut beaucoup moins qu'au moment où il a fait une offre. Maintenant, pour des raisons légales, évidemment, un contrat, c'est un contrat. La question de savoir, c'est est-ce que LVMH peut trouver des failles dans ce contrat qui pourraient leur permettre de renégocier le prix. C'est la seule question à se poser, puisque, comme je le dis, cette renégociation serait légitime. Pourquoi légitime? Vous regardez Tiffany à New York, c'est des vitrines qui sont vides. Pendant longtemps, il y avait même des planches devant. C'est 40% des ventes du groupe. Il n'y a pas de touristes en ce moment à New York. Et les touristes, c'est les principaux clients de Tiffany aux États-Unis. Beaucoup de raisons pour essayer d'obtenir un prix plus bas. Donc la vraie question maintenant, c'est que les avocats, certainement de LVMH, sont en train de regarder s'ils peuvent le faire d'une façon légale et autrement, ils devront tout simplement respecter un contrat. En général, un contrat, c'est fait pour être respecté. Donc ce que dit le journaliste, je dirais, c'est pas des informations, c'est des spéculations de la possibilité d'une renégociation. Pour le moment, rien n'est confirmé de ce côté-là. Bon, généralement, ils sont assez sérieux. Je les connais bien. J'y ai travaillé une dizaine d'années chez CNBC. Merci beaucoup, Grégory Volokin, pour tous ces commentaires. On va bien sûr continuer de suivre ce dossier LVMH Tiffany. Et on va rester justement sur l'actualité américaine.